À la Maison d'Architecture d'accueillir cette présentation de cette recherche et de ce livre pour deux raisons. D'une part, enfin pour plein de raisons, mais j'en citerai que deux pour ne pas être trop longue. D'une part parce qu'on attache une grande importance au livre et que pour nous c'est important de trouver la manière dont instaurer des rendez-vous réguliers pour présenter ces travaux d'architectes qui se matérialisent dans des ouvrages. Et donc on est content du coup de se retrouver autour du livre. Et on est aussi content de montrer que ce livre il est porté aussi par différentes positions entre chercheurs, praticiens, profils hybrides, et de montrer que finalement ces positions qu'on a souvent voulu rendre antagonistes les unes par rapport aux autres, et elles arrivent ensemble à produire un ouvrage très enthousiasmant. Donc, merci de nous montrer ça. Et je vous fais. Merci beaucoup. Merci Léa. Merci à tous d'être venus. Donc, tout d'abord, je voulais remercier la Maison de l'Archi de nous avoir invités pour cet dialogue débat autour du livre, mais autour des questions qui nous sont chères à tout le monde, ici je pense. Je veux remercier tout d'abord mes trois invités pour se prêter au jeu de ce soir, qui va être un peu improvisé, parce qu'on a décidé, j'ai décidé de le faire comme ça pour que ça sorte, ça réjaillisse de bonnes idées dans ce débat. Donc, tout d'abord, avant de démarrer le débat, juste un peu d'historique sur le sujet. La question de la réversibilité, de l'évolutivité, c'est des questions que nous, comme disait Léa, on est des profils hybrides. Anna-Maria et moi, et Dimitri et Jeanne aussi, on jongle entre l'enseignement, la pratique, la recherche. Et donc, c'est des questionnements qui partent d'un travail qu'on a mené longuement à l'agence, par le biais de concours et de commandes, où on s'est questionné sur cette problématique, qui est la problématique de construire des bâtiments qui serviront dans le futur à d'autres usages que ceux qu'on prévoit aujourd'hui. Et donc, du coup, ce travail qui vient de la pratique est réparti après dans un travail de recherche qu'on a mené au laboratoire GDF, à l'école d'architecture de Bretagne, où je suis maître de conférence, Jeanne est le professeur. Et puis, on a organisé avec Anna-Maria un colloque en 2020, juste avant le Covid, où tous les trois qui sont là ont participé déjà à ce colloque. Après le colloque, on a voulu fabriquer un livre qui allait au-delà des simples actes de colloque. Donc on a fait retravailler les auteurs pour un peu mieux filer le livre, et que ce soit un livre qui soit accessible et qui soit lisible quelque part. Et in fine, après le livre qui est sorti il y a un an, et que vous pouvez acheter à la fin, la sortie, comme ça Samuel va être content. Et donc, ce livre, après ça, plus récemment, on a gagné avec le laboratoire et avec l'agence aussi, on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt du ministère de la Culture et du ministère du Logement, voilà, sur l'appel à manifestation d'intérêt de la qualité de logement de demain sur les quartiers de Maurepas, à Rennes, dont certains des étudiants de Maria sont là qui vont travailler sur ce sujet-là dans l'atelier. Voilà, donc ça c'était un peu l'historique de la situation. Comment on a organisé ce débat de ce soir? En fait, on va partir d'une idée de lancer quelques sujets ou quelques notions théoriques autour de ces questions-là. Et je vais passer à chaque fois, je vais vous montrer une référence avec une citation. Et à partir de cette référence, de cette citation, chacune de mes collègues vont prendre la main à tour de rôle. Et après, on va essayer de cadrer le débat pour qu'entre tout, on passe un peu d'heure ensemble et que ça donne le temps à la fin de pouvoir échanger avec vous, qui est aussi un sujet qui est intéressant pour nous. Voilà.
Donc, donc on commence sans plus de préambule. Le premier sujet qu'on parle, c'est des notions qui est dans le titre du débat, qui est la permanence. Et pour ça, j'ai mis la photo de la mosquée de Cordoue, que vous devez tous connaître, et sur laquelle j'ai mis une citation de Rafael Moneo, qui est un architecte espagnol, qui, dans la vie des édifices, il dit que le concept de flexibilité, d'évolutivité, de multifonctionnalité sont apparus dans les années 60 avec une idée implicite qui était que la jeunesse éternelle d'un bâtiment, sa résistance au passage du temps, serait réussie avec un projet ouvert capable d'héberger l'adaptation continue à la réalité changeante. Mais, il dit, l'expérience montre que cette résistance au passage du temps des édifices se manifeste à nous avec la permanence des caractéristiques formelles principales. Si les principes sont suffisamment solides, le bâtiment sera capable d'absorber des transformations, des modifications et des distorsions, sans perdre son essence première. Voilà. Donc je passe la parole à Jeanne pour ces premiers concepts, pour démarrer ce débat, donc pour rompre pour démarrer. Non, merci. Je trouve ça intéressant par rapport au livre, dont le thème est la flexibilité, l'évolutivité, de commencer par la permanence. Non, mais c'est vrai, c'est que moi j'avais écrit un article qui tournait plutôt autour de la question de la permanence, je reviendrai tout à l'heure du suspens, mais je trouve ça donc vraiment intéressant que tu aies proposé de commencer par ça, et surtout cette citation de Moneo, parce que, on commence donc la discussion avec une critique de l'idée de flexibilité quand même. Je pense que c'est pas anodin, même par rapport au colloque où il était question de dispositifs de flexibilité, donc en gros de tout ce que Moneo critique là. Et donc voilà, je me dis pourquoi pas, quand on commence comme ça, est-ce qu'à la fin on va finir par dire non mais la flexibilité c'est génial, voilà, la permanence ok, on a à la fin on balaye et voilà, on finit avec le flexible on ne va pas rentrer dans ces différentes significations dans un champ notamment économico-social, voilà, ces différentes connotations, mais donc en restant là-dedans, je me dis que Moneo, cette phrase, elle a quelque chose un peu d'une provocation quand même. Que dire que plus les principes d'un édifice sont forts et clairs, plus cet édifice saura s'adapter et évoluer. Je dirais que éventuellement il n'y a que des architectes qui seraient susceptibles de comprendre cette idée, mais globalement c'est pas la première chose à laquelle on pense, quoi. Mais après il faut se poser la question, quels sont les principes forts dont il est question? Est-ce des principes formels? Est-ce la disposition spatiale? La logique structurelle? Même le choix des matériaux? Et justement, Moneo, il répond en partie à la question, il parle de la permanence des caractéristiques formelles principales. Il ne le dit pas, il ne dit pas ce que c'est. Alors, je suis curieux d'une chose, est-ce que c'est toi qui as associé ce projet, donc la mosquée cathédrale de Cordoue, à ce texte, ou il parle vraiment de ce... Je ne connais pas cet exemple-là, il faudrait vraiment, moi je ne le connais pas, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en dit, comment, on en parlera peut-être après, mais ce qui est intéressant, donc, du coup on se dit, mais quelles sont dans cet exemple les caractéristiques formelles principales? Donc, on connaît, tout le monde connaît un peu le projet, on a les arcs outrepassés, superposés et démultipliés donc, sur un plan tramé. On a l'alternance de briques rouges et de pierres blanches. Et c'est vrai que, surtout, il y a un paradoxe quand même. On se dit, mais l'exemple qu'il donne, donc pour parler de la capacité d'un bâtiment à évoluer, c'est assez étonnant parce que en effet, il a évolué. On avait un temple romain à l'origine, sur les bases de la ruine de laquelle il y a eu, non pas la ruine, il y a eu une basilique, puis sur la ruine de la basilique, il y a eu la mosquée qui a été construite, qui s'est déployée au fur et à mesure par cette série de colonnades, et enfin la cathédrale, et en effet l'édifice appartient encore aujourd'hui à l'église catholique, ça c'est important, même s'il est visité comme un monument. Donc en tout cas il a toujours été et reste un lieu de culte et un monument.
donc sans avoir accueilli d'autres fonctions. Donc c'est très étonnant, en tout cas, de parler de l'évolution, de l'adaptation aux usages, en parlant d'un bâtiment qui n'a été rien d'autre qu'un bâtiment, on va dire, religieux. Et d'ailleurs, il est difficile d'imaginer et de donner une quelconque fonction à ce magnifique espace de colonnade sans fin. Et je dirais que l'espace, d'ailleurs, dépasse même la dimension religieuse et la fonction de culte. La particularité, donc la caractéristique formelle et la puissance de ce bâtiment, c'est même pas d'être un lieu de culte. C'est ce côté quasi absurde, absolu de cet espace comme ça qui se répète. Et donc du coup, le propos de Moneo, il semble soit biaisé, en tout cas paradoxal, soit il se trompe, je sais pas, mais évidemment je ne pense pas. Je pense que c'est biaisé, en tout cas c'est volontaire, c'est un paradoxe. Donc peut-être que finalement l'idée de permanence, de caractéristiques formelles, principales, permettant l'adaptation des usages, pourrait être mieux fonctionner pour des bâtiments comme les arènes de Nîmes, ou comme le palais dioclétien de Split, que justement Rossi cite comme des bâtiments qui ont cette capacité à évoluer, d'intégrer d'autres usages. On sait que le palais de Dioclétien à Split, il devient manufacture de textiles, puis une ville médiévale, puis... bon, en gros, une vraie évolution des usages. Là, non. Et donc, contrairement à ces édifices, la poésie, enfin la force, la permanence de ce bâtiment, on peut utiliser le terme éventuellement de poésie, est liée à cette chose absurde et magnifique, je ne sais pas si on l'a expérimenté, et qui n'a rien à voir avec l'usage. Donc du coup, qu'est-ce qui perdure dans la permanence? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce la capacité d'un bâtiment à accueillir de nouvelles vies? On pourrait parler de la permanence vitale pour reprendre aussi. Donc là, c'est le cas de Split, de Palais Dioclétien. Est-ce un trait singulier, exceptionnel, formel, matériel, spatial, qui survit sans changer, sans évoluer? Une permanence, on pourrait dire, poétique, qui pourrait être aussi jugée comme pathologique. Celui-ci. Donc là, on peut passer à l'autre... voilà, c'est l'ouverture, du coup, la question pathologique est suspens. Donc un autre édifice, toujours en Andalousie, celui-ci est donné comme référence par Aldo Rossi, dans Architecture de la ville, c'est l'Alhambra de Grenade. Et Rossi parle justement de cet édifice comme l'exemple d'une permanence pathologique. Voilà ce qu'il écrit. Nous devons être extrêmement attentifs dans notre étude des permanences, à ne pas réduire l'histoire de la ville à ses seules permanences. Je crois en effet qu'on peut également voir les éléments permanents comme des éléments pathologiques. Dans le cas de Grenade, cette forme est pour ainsi dire isolée dans la ville. Rien ne peut lui être ajouté. Elle constitue une expérience tellement essentielle qu'elle ne peut pas être modifiée. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'on retrouve bizarrement une autre forme de paradoxe dans cette phrase de Rossi. Tout à l'heure, avec Moneo, on avait le paradoxe de parler d'adaptabilité avec un bâtiment qui n'avait rien d'adaptable. Et là, Rossi nous parle de quelque chose totalement figé, qu'on ne peut pas modifier, en parlant d'un bâtiment qui s'est constitué que par des modifications dans le temps, par des ajouts, par des distorsions consécutives, et avec du coup une complexité des usages. Parce que pour le coup, là, on a le palais, on a un jardin, on a une petite ville, une médina qui pouvait accueillir différentes... Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui a du moins évolué dans ses usages, dans sa complexité. Donc, contrairement à l'édifice de Cordoue, qui reproduisait la même trame pendant des siècles, ici, les trames se juxtaposent, se superposent, comme des fragments incompatibles, ça c'est important, et pour en effet se figer dans ces formes finales, qui selon Rossi est définitive. Et la permanence est de nouveau celle d'une forme figée, gelée, isolée, résultante de moments de contingence, ça c'est important, hasardeux, fragmentaires, contrairement à Cordoue, qui paradoxalement engendre une forme d'unité et de persistance nécessaire. Et c'est peut-être là l'idée de pathologie, comme penser à des os brisés d'un corps qui se sont déplacés, du coup les os, puis reconstitués dans une forme légèrement différente, une forme renforcée. Et pour Rossi, donc, ce serait peut-être ça, une permanence pathologique, c'est des os brisés, reconstitués, qui sont plus forts que les os qui étaient là, le corps non pathologique. En ce sens, la pathologie est une force,
La pathologie, dans le langage de Roussy, en tout cas tel que je l'interprète, n'est pas négatif, n'est pas péjoratif, c'est positif. C'est la force de la pathologie. Donc, on pourrait parler... Difficile d'expliquer comme ça. J'essaie de parler de ces eaux, je donne cet exemple, mais bon, c'est vrai que faudrait, effectivement, on pourrait en reparler. On pourrait parler de masochisme, de la force de la pathologie. Des qui te sont chers. Voilà. Donc, en fait, je mets en lien ça avec cette image du pont de Visconti sur la rivière de Mincio, dont Rossi parle dans son livre Autobiographie scientifique. Et on y voit une ruine contenue, la permanence, pour le coup, non pas d'une forme uniquement, mais d'une énergie qui est latente. On a parlé de la permanence des formes, là, on peut parler de la permanence des énergies. On en parle rarement, parce qu'on oublie que l'architecture qui est figée, en réalité, contient une énergie. Et que cette énergie, elle contient aussi des actions possibles. Rossi écrit « L'énergie dépensée ne se perdait pas ». L'énergie dépensée du maçon qui va monter une brique ou une pierre en haut du bâtiment, cette énergie dépensée ne se perdait pas, mais restait emmagasinée pendant de nombreuses années sans aucune déperdition, latente dans le bloc de pierre, jusqu'au jour où le bloc de pierre se détachait du toit, tombait sur la tête d'un passant et le tuait. Là, on pourrait en parler longuement, c'est le sens pour Rossi de l'architecture, c'est ça l'énergie qui est contenue, qui contient la mort. On en rigole, mais en fait, pour lui, c'est tout le sens de l'architecture, c'est de contenir et la jouissance et la mort comme potentialité. Donc, voilà, je finirai là-dessus. Non, moi, en fait, la réflexion qui me vient tout de suite, c'est qu'au final, on parle d'architecture, mais on parle en définitive de la ville. C'est-à-dire que la même description que tu es en train de faire, pour moi, s'applique à la fabrique de l'urbain, en fait, qui est fait de ces ensembles de fragments qui ont toutes leurs pathologies, en fait, qui ont tous leurs pathologies. Et en fait, ces éléments qu'on peut considérer comme des pathologies ou comme des opportunités, d'ailleurs pour les promoteurs, ça devient des opportunités foncières et autres, qui en fait constituent la richesse d'une ville. Et moi, du coup, ça m'interroge sur la question de la permanence et sa relation à l'échelle dans laquelle on réfléchit. C'est-à-dire que même dans l'ouvrage, moi j'ai l'impression que la réflexion a plutôt porté sur l'échelle d'un édifice. Et moi je m'interroge beaucoup sur comment on pose la question de qu'est-ce que serait la flexibilité, sinon que la ville au final. Donc moi c'est une première réflexion que je livre. Pour continuer, peut-être ce lien entre l'architecture et la ville, je pense qu'on aurait tout intérêt à évoquer la question de la structure. Jeanne en a parlé comme une des permanences au principe fort qui potentiellement pourrait engendrer cette continuité, la forme, la disposition spatiale, logique structurelle. Et en fait, dans une culture latine, en fait, la présence ou la permanence de la structure comme une ruine, ou l'architecture comme une future ruine, est vraiment assez imprimée en fait, dans notre inconscient collectif, il me semble. Et en fait, pour moi, quand Moléo, tu dis, il fait l'impasse de parler de la flexibilité, de quelque chose qui n'a pas tellement changé d'usage, ou pas vraiment changé d'usage, en fait, il parle des potentialités de cette structure. Et il parle de flexibilité non pas comme quelque chose qui est advenu, mais comme une potentialité contenue dans l'énergie de ces pierres, en fait. Et à ce titre, on pourrait faire un parallélisme aussi avec la manière dont Viollet-le-Duc regarde les structures gothiques. En fait, il les exauce par son côté ossature, simple, déclinable, même si en fait elles sont figées dans sa forme. La notion de répétition, la notion d'éléments porteurs filaires évoque en fait dans notre inconscient collectif cette notion de transformation. Je pense qu'on en parlera peut-être la fois d'après. Et en fait, la structure, moi, voilà, en tant qu'architecte-ingénieur, je suis bien obligée de démarrer le débat comme ça, hein, sur les bontés de la structure. La structure est non seulement structure porteuse, mais aussi structure spatiale et structure qui conditionne un tissu ou une formation de ville. Et donc, on peut enlever plein de choses à plein d'objets, à la fois à l'échelle architecturale et urbaine, mais la structure a tendance à être toujours sous-jacente et toujours permanente en fait. Donc s'il y a des choses qui restent, il me semble, c'est souvent cette notion-là.
Et à ce titre, donc pour vous faire encore envie d'acheter le livre, de le lire, je ferai référence à l'article de Jesus Aparicio qui était dans le colloque et qui est un très beau article où il dit qu'en architecture, ce qui est substantiel, c'est la structure. En fait, il va jusqu'à dire la substance même, et il sépare le substantif du verbe, donc il dit le substantif, le substantiel, c'est la structure. Donc pour lui, c'est assez intéressant de l'aborder de cette manière-là. Et effectivement, Léo ne nous dit pas ça en fait, dans son texte. Mais je pense qu'il y a ça un sous-jacent derrière. En fait, dans le texte, ce qui est assez intéressant dans ce texte, c'est qu'il fait un parcours historique, parce que Monéo, il a une façon d'expliquer l'architecture très ancrée à l'histoire, à l'historicité, plus que l'histoire de bâtiments, et il explique ce bâtiment comme une source. Il dit que l'élément clé et la potentialité qu'on aimerait qui garde ce bâtiment de se faire évoluer, c'est la neutralité de l'espace. Il compare la mosquée avec une cathédrale. Il dit la cathédrale, il est orienté, on a la nef, on a les chapelles qui sont à côté. La mosquée, elle est infinie. Dans cette infinitude, on a tout le potentiel qu'il a. Donc c'est dans ce sens qu'il aborde le sujet, un peu de façon provocative, je trouve. Et après, dans ce même livre, il parle du marché de Séville, je ne sais plus comment il s'appelle, où justement cette permanence, il la retrouve dans la géométrie. Donc c'est des sujets comme ça. Mais ces questions de la structure nous abordent peut-être, nous font passer au sujet suivant, qui est justement celui de la flexibilité. Et pour ce sujet-là, j'ai mis cette image-là qui est la page de garde du livre, qui est les plans d'un projet de Codelc, un architecte catalan, qui fait à la fin de sa carrière, il est complètement perturbé parce qu'il voit que les grands appartements bourgeois de Barcelone restent vides, parce que les enfants ils partent, et donc du coup il fait un projet prospectif qu'il appelle l'herencia, l'héritage, où il essaie de travailler sur la notion de combinatoire pour faire un bâtiment qui pourrait s'adosser, s'adapter. On pourrait, chaque couleur que vous voyez là, on pourrait l'adosser à celui d'à côté, à celui d'avant, avec un système de double porte et d'escalier. Et donc du coup, il évoque cette notion de l'évolutivité comme ça. Et donc je l'ai laissé comme porte d'entrée au nouveau sujet. Oui, donc peut-être pour aborder cette question de la flexibilité, je cherchais dans l'article qui est dans le livre à classifier ou à analyser les différents types de flexibilité voulues et cherchées par les architectes au moment de la construction, parce qu'après il y a toutes les flexibilités qui sont celles qui découlent d'un usage ultérieur et donc des transformations qui ne sont absolument pas maîtrisées et pas voulues comme un élément initial dans la conception du projet. Donc, je travaillais donc dans cet article à distinguer les différents types de mécanismes de flexibilité qu'on pouvait introduire dans un projet. Et je comparais par exemple l'exemple de Coderc où c'est une flexibilité qui permet d'adjoindre des pièces à différents appartements, que ce soit, mais avec un mécanisme très intéressant qui permet de monter en haut ou en bas. C'est pas juste la pièce en plus, hein. Vous entendez, enfin, en France aujourd'hui, on parle beaucoup de la pièce en plus. C'est évidemment en plus de pouvoir avoir une pièce de plus par rapport à son appartement. Mais là, on a en fait 3 pièces de plus qui peuvent aller à l'appartement dans l'image en haut ou en bas, mais à l'étage supérieur ou inférieur grâce à cet escalier en fait à chambord qui se situe. C'est pas un escalier chambord, excusez-moi, c'est un double escalier qu'en fait on peut accéder d'un côté ou de l'autre pour monter ou descendre en fait dans un appartement. Donc, mais c'est une flexibilité qui est extrêmement déterminée, c'est-à-dire qu'elle permet le changement d'usage de ces chambres pour l'un appartement ou pour l'autre, mais il ne permet pas des reconfigurations plus fortes, et on le voit d'ailleurs à la trame extrêmement figée des éléments porteurs de l'appartement. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on a une flexibilité qui est extrêmement déterminée par le mécanisme mis en place par l'architecte. Et dans cet article, j'essayais de distinguer ce type de flexibilité très dirigée par des flexibilités plus indéterminées qui prendraient racine dans des systèmes peut-être
hiérarchisé d'éléments modifiables et donc qui prendrait soin de différencier des sous-ensembles de systèmes, c'est-à-dire des systèmes plus aptes à rester en permanence et à rester dans le temps, et d'autres qui pourraient être modifiables à différentes échelles de temps. Ce qui n'est absolument pas une approche nouvelle. Donc, évidemment, déjà Corbusier avec la maison Domino, il nous parle de cette idée-là, mais qui est quand même un mécanisme de flexibilité indéterminé, parce qu'il ne préjuge pas des types d'adaptations possibles. En fait, il laisse la porte ouverte au maximum dans ce type de travail. Et donc, Michael a mis un exemple d'un projet qu'on a fait à l'agence. La Maison des Ingénieurs, c'est une résidence étudiante qu'on avait voulu imaginer capable d'accueillir des appartements plus grands et pas être figé dans le temps à toujours ou à jamais dans la typologie de résidence, parce qu'à sa clé, il me semble que pour construire une ville qui puisse vivre à l'avenir, il faut imaginer qu'à l'avenir sera autre chose que des résidences étudiantes et des équipements uniquement universitaires. Et j'en profite aussi pour dire que dans ce livre, on a cherché à mélanger théorie, approche de recherche et pratique. Nous avons invité chacun des contributeurs aussi à illustrer la manière de théoriser ou d'approcher ces questions de flexibilité par des projets réalisés à l'agence ou des projets qu'ils souhaiteraient nous montrer. Donc il y a toute une partie d'articles écrits et il y a toute une partie de références qui essayent de mettre en place d'une manière plus pratique ces exemples. Et je pense que c'est aussi une force d'essayer de conjuguer ces choses dans le livre. C'est quelque chose qu'on a essayé de porter. Voilà. Donc c'est lancé. Je veux bien... quelque chose, ce que ça m'inspire, en tout cas, en t'écoutant et en réfléchissant à cette question de la flexibilité, je me dis, parce que je pensais au plaisir de la conception et du flexible. C'est-à-dire, quand on conçoit, il y a un plaisir à ça, on l'oublie, mais il y a un plaisir à imaginer toutes ces combinaisons. Voilà, c'est comme si on allait... Tu parlais de déterminer, indéterminé, c'est comme si on allait dessiner 150 milliards de possibilités. Et là, je me demande s'il n'y a pas un peu le plaisir un peu fou de l'architecte qui, en réalité, est dans une forme de démonstration du plaisir de la combinaison, la combinatoire. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est l'obsession de la combinaison. Et je me dis, et là, pour le coup, c'est un plaisir que je partage. Et il y a quelque chose d'autant plus drôle, en fait, que ça finisse par un carré. Et voilà, et que finalement, à la fin, c'est la chose la plus simple, ou un peu, comme tu disais, donc du coup, c'est Domino, la maison Domino, c'est parfait. Donc, peut-être que, en effet, il faut assumer ce décalage qu'il y a entre le plaisir que nous, on peut avoir à imaginer la flexibilité et la réalité de la flexibilité qui ne correspond pas forcément à ça. Je vais laisser la parole à Dimitri, mais ce que tu dis me fait vraiment penser à ça. Je suis d'accord avec ce plaisir de la combinatoire, ce plaisir de démontrer une infinitude de manières d'investir cette trame possible. Et ça, je le dis à mes étudiants et je les regarde parce qu'on aborde ces sujets en enseignement de projet. Et en fait, il ne suffit pas de dire je fais un carré et je mets juste les poteaux pour dire que c'est flexible, parce qu'en fait, pas du tout. Au contraire, il faut justement essayer de prévoir ce qu'on ne souhaite pas prévoir, justement, pour démontrer la multiplicité de ces adaptations, de ces capacités, et de choisir la bonne implantation de cette trame. C'est-à-dire que cette trame, elle n'est pas du tout donnée comme porte d'entrée, elle n'est pas non plus la meilleure peut-être pour le projet tel qu'il est construit en premier lieu, mais c'est celle qui permet le plus de possibilités dans les systèmes de combinatoire, essayés, etc. Donc, en fait, le travail de l'architecte dans ce travail de plaisir dépasse la simple hiérarchisation des choses, mais se place dans un horizon prospectif, de combinatoire multiple, et en fait, d'intersection de toutes ces possibilités. Et ça rejoint des sujets qui nous intéressent assez à l'agence, c'est la notion de projet comme pas celle d'un objet d'architecture fermée, mais comme celui d'une faisceau de possibilités qui ont lieu en fait dans le processus de conception. On le voit à l'école, à l'agence, etc. Il y a justement un étudiant qui nous parle aujourd'hui de ces processus de conception. Pour nous, un projet n'est pas une solution, c'est un faisceau de solutions. Et
ça m'a fait penser à ça. Moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est la question de la limite. D'une part, la limite de la flexibilité elle-même. C'est-à-dire à quel moment, en fait, et qui pour moi aussi est très lié à la limite de l'acte de concevoir. C'est-à-dire que là, on parle de combinaison des possibles. Mais jusqu'à quelle combinaison des possibles est-on en capacité de concevoir et d'imaginer? Et du coup, ça amène à une deuxième réflexion qui est assez mal vécue par les architectes, à mon sens, qui est la question potentielle, ou du potentiel, de faire intervenir des habitants. Quand on dit participation des habitants à un concepteur, très souvent, il est un peu en arrière, et il a peut-être tendance aussi à ne pas être content du tout. Mais j'ai l'impression qu'il a une capacité, via la flexibilité, de pouvoir accueillir d'autres formes de participation des habitants. Et là, je fais plutôt référence au travail de Pascal Gontier, que j'ai commenté dans l'article, qui, lui, justement, essaye de mettre en place un système constructif, et à partir de ce système constructif qui met en avant une modularité à travers des espaces types en fonction justement du module possible, en fait c'est les habitants qui vont pouvoir venir intervenir et moduler les espaces. Et j'ai l'impression que là on peut tendre la main vers justement des disciplines qui parfois sont considérées comme d'une part des disciplines qui ne sont pas des disciplines architecturales, mais qui parfois sont vues comme des disciplines qui ne comprennent pas l'architecture. Et j'ai l'impression que via la flexibilité, on ouvre des possibles, je vais parler de possibles dans pas longtemps, mais on ouvre des possibles aussi à la réflexion de justement qu'est-ce qu'être architecte, quelles sont les limites de l'architecture, et comment au final on peut travailler avec d'autres disciplines pour peut-être transformer la pratique architecturale. Non, mais juste, je voulais... Parce que là, je me dis qu'il y a la flexibilité, peut-être que tout ça a été dit dans le livre, je ne me rappelle plus, mais il y a la flexibilité par la forme structure, espace, qui peut être permanente, qui permet, c'est ce qu'on disait. Il y a la flexibilité par la méthode, en fait, qu'on met en place, le processus aussi, et du coup, méthode participative. De fait, le protocole que tu mets en place engendre une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est la flexibilité, mais dans un temps donné, en tout cas, de la différenciation. Et puis, on n'en a pas parlé, pourtant c'était dans le colloque, je crois, c'est la flexibilité par le dispositif technique lui-même. C'est-à-dire le fait que l'architecture bouge, qu'on peut la moduler, la déplacer, pas juste déplacer des cloisons, quoi, mais non, plus loin, voilà. Et donc, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire, c'est très important de... C'est pas du tout la même architecture, c'est pas du tout le même enjeu, les mêmes enjeux sociaux, c'est pas les mêmes techniques, enfin voilà, c'est quand même, c'est important, je pense, de ces distinctions. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Là, je vois les trois. Mais... C'est vrai que cette question de la flexibilité, là, on avait mis la citation que fait Rancolas dans son livre, où il explique que pour lui, cette flexibilité, ce n'est pas peut-être, on revient sur la question de l'obsession des architectes à la combinatoire, mais la capacité de produire des espaces qui soient capables d'être interprétés. Voilà. Il dit ça comme ça. Une fois on a dit ça, on a tout dit, on a dit. Exact. Voilà. Mais c'est vrai que ça pose la question et que ça fait mettre un lien avec le sujet suivant, qui était la question du générique ou de la non-spécification des espaces, parce que c'est vrai aussi qu'on a hérité aujourd'hui d'une culture du XXe siècle où on a surspécifié peut-être les usages. Je lance ça comme hypothèse, j'espère ne pas me faire tabasser par personne, mais en tout cas qu'on a été... C'est de la provocation. Voilà, on est dans volontaire. la provocation. Donc peut-être on a surspécifié les espaces et qu'on voit dans des projets dans l'histoire de l'architecture, et j'ai mis d'abord l'appartement haussmannien quelconque, donc je dis bien quelconque parce que c'est une typologie générique où on travaille sur cette notion de pièces qui ont une taille à peu près semblable, qu'on répète et qu'on déploie dans un plan, et qui nous permettent d'avoir peut-être une majeure flexibilité ou capacité d'interpréter l'espace différemment. Donc un lien aussi avec la citation de Coulas de tout à l'heure,
et puis 2 projets plus récents, une maison d'union à Cáceres, en Espagne, et le fameux, le très publié projet de Sophie Delay sur les 60 logements à Dijon, où elle travaille sur la piste de Naric, qui l'assemble d'une certaine façon en permettant de vues transversales. Voilà, donc c'est un sujet en lien avec ce que vous venez de dire, mais que je lance aussi au débat, Dimitri, c'est ton tour. La première réflexion que je vais soumettre au débat, c'est la question de, au final, quand on parle d'espace, de quoi parle-t-on? Parce que quand le titre dit moindre spécificité des espaces, moi ça m'interroge, comment on définit un espace? Est-ce qu'un espace il est défini par sa forme? Est-ce qu'il est défini par ses ambiances? Est-ce qu'il est défini par sa poésie? Moi tout à l'heure, dans la mosquée cathédrale de Cordoue, je pense qu'il y a une poésie qui caractérise cet espace. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de le vivre, ou pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le vivre, on vous invite très vivement à y aller. En fait, on se sent élevé. Et c'est lié justement à ces caractéristiques à la fois structurelles, la hauteur sous plafond, la répétition, les couleurs, font qu'on se sent justement dans un espace qui peut-être amène à l'usage lui-même de cet espace, mais peut-être pas au final. Et c'est peut-être ça au final l'architecture et un espace, c'est un espace qui a la capacité de nous élever. Après il y a aussi du coup cette question, est-ce qu'un espace est défini par sa structure? Est-ce qu'il est défini par ses limites? Ou est-ce qu'il est aussi défini par ses usages? Et pour moi, en fait, du coup, il y a une forme d'antinomie dans moindre spécification des espaces. En fait, j'ai l'impression qu'un espace, il est par définition spécifique. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, l'espace est spécifique, les usages et les expériences qu'on en fait ne le sont pas. Et comment rendre justement un espace, moi je l'ai nommé dans l'article capable au final, on le rend capable à travers des dispositifs qui ont été mis en place, expérimentés. J'ai évoqué dans l'article le plan libre auquel j'ai posé la question de la modularité pour essayer de comprendre comment on spécifie des espaces et après on rend ces espaces, ou on rend des possibilités dans ces espaces. Mais au final, quand on revient à ce que disait tout à l'heure Jan sur la référence de Moneo, moi je m'interroge aussi sur cette question de la simplicité, qui à mon sens est la chose la plus difficile à faire en architecture, c'est de faire quelque chose de simple, un espace simple, un espace compréhensible et dont l'usage va dépendre justement des personnes qui vont expérimenter ces espaces. Dans l'article, j'ai également fait référence au pont Simon Veil de Bordeaux, où, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelait Jean-Jacques Bosc avant de s'appeler Simon Veil. C'est un pont qui a une complexité structurelle assez considérable pour avoir le moins de déclinaisons possible et pour permettre différents types d'usages. Donc c'est pour moi un espace capable par définition. Mais ce qui le rend capable, c'est sa simplicité. Et donc moi, le premier élément, je ne vais pas revenir sur les images en tant que telles, mais le premier élément que je vais livrer au débat, c'est cette quête de simplicité. Ouais. Bah, en fait, je suis d'accord avec complètement ce que tu as dit sur... en fait, un espace est toujours spécifique. En fait, il l'est par ses qualités spatiales, formelles, matérielles, lumière. Enfin, voilà, ça pose la question quand on enseigne le projet dès la première année. Quelles sont les qualités architecturales? Est-ce que, voilà, on n'y échappe pas, on y revient à ça. Peut-être qu'un jour on nous dira non, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas, la qualité architecturale, ça n'existe pas. Moi, on a tous à un moment donné peut-être cherché des architectures sans qualité. Enfin, moi je me rappelle, en 4e année d'archi, je me disais j'en ai ras-le-bol de faire des espaces qualitatifs, je vais faire un truc non qualitatif. Et j'ai commencé à faire une barre, ça ressemblait à un radiateur. Et en fait c'était une qualité, ça avait une spécificité, c'était toujours spécifique. On n'y échappe pas, et donc je ne crois pas 2 secondes à une architecture neutre. Le terme de neutralité m'insupporte quasiment, même si on peut y mettre différentes significations. Alors, simple, que veut dire simple? Alors ça c'est compliqué. Moi globalement la simplicité, j'y crois pas non plus. Que ce soit au niveau humain non plus, quand les gens disent, je sais pas, le site de rencontre, je veux quelqu'un de simple. Non mais c'est vrai, simplicité, pas trop, j'y crois pas. Non mais tout ça est un peu lié. Et non, c'est toujours spécifique, c'est toujours singulier, plus ou moins. Du coup,
capable par sa simplicité, je ne sais pas fondamentalement ce que ça veut dire. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a des espaces qui peuvent être peut-être plus facilement appropriables, mais là on rentre dans beaucoup d'autres aspects, qui sont les aspects justement social, politique, et aussi la dimension symbolique. Parce que par exemple, une architecture qui peut à un moment donné devenir difficile à s'approprier, c'est si elle est trop lourdement chargée symboliquement, connotée. Et là, ça devient plus difficile. Et au fond, peut-être les qualités doivent prendre en compte, entre autres, ces dimensions symboliques, et donc la mémoire que portent les choses. Est-ce qu'on peut les effacer par moment? Est-ce qu'on peut oublier pour les requalifier? Parce que les symboles se vident, et du coup, on peut en refaire autre chose. Mais voilà, donc la capacité dépend, je dirais, de tout cela, y compris peut-être presque plus de cette dimension symbolique. Pour revenir un peu sur le sujet, moi je vous rejoins, c'est vrai que l'espace est par définition spécifique, le projet est par définition spécifique, même si on pourrait l'opposer à cette notion de pièce générique. Qu'est-ce que ça veut dire une pièce générique? C'est plutôt une pièce qui se répète, c'est plutôt une pièce à des proportions convenables ou adaptables à plusieurs usages, mais in fine, c'est une pièce avec des dimensions particulières qui se prêtent plus ou moins bien à certains usages. Et même quand on parle de pièces génériques qui se répètent et qu'on dit, voilà, les couvents d'autrefois peuvent être des hôpitaux d'un moment donné, etc., on est toujours limité par les dimensions spécifiques de ce lieu. Et justement, ça fait référence à cette obsession de la combinatoire dont on parlait, et en fait, ce positionnement du poteau, ou ce positionnement des éléments, pour être à l'intersection de plusieurs possibilités. Mais chaque espace est parfaitement spécifique. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, tu parles de possibilité d'appropriation. Je pense qu'effectivement, il y a le côté symbolique qui n'est pas négligé dans ce travail-là. Mais il y a aussi, et peut-être qu'on en parlera plus à la prochaine diapo, c'est la capacité d'adapter l'usage au lieu. Parce qu'on n'arrête pas de penser flexibilité comme un besoin d'adapter le bâtiment à un usage, mais aussi peut-être qu'on peut pratiquer certaines activités d'une manière un peu différente de celle dont on la programme. Et dans ce sens, la programmation en architecture est quelque chose de très compliqué. Voilà, la citation de Rémi Butler qui dit que l'architecte a toujours eu plus vocation à produire des coquilles de Bernard l'Ermite qu'à carrosser des processus. Donc on va peut-être plutôt réserver ça pour la prochaine diapo. Je ne sais pas si vous... Alors, c'est pas la prochaine. C'est pas celle d'après. Mais c'est pas grave. Nous, on s'adapte, parce qu'on est très adaptable. Donc, je vais passer vite et puis on revient sur ce qu'on avait dit avant, parce que ça tombe bien dans le débat, donc c'est ça qui est bien. Donc, c'était sur la question de l'inversion de cette phrase très caractéristique de la forme qui suit la fonction, à dire que la fonction suit la forme. Il y a des travaux très intéressants qui ont été menés par les groupes de recherche habitale à Barcelone, avec qui on a une très forte relation à l'école, et qui étaient justement mardi à l'école et qui participent aussi dans l'atelier que vous mettez avec Anna Maria en parallèle dans les deux écoles, et qui ont fait toute une série de travaux à propos de la notion de réhabilité. Et il y a une citation que je mets à débat et qui questionne ce que Anna Maria était en train d'introduire tout à l'heure, où il dit que habiter à nouveau un espace, c'est le réhabiter ou le réutiliser de façon la plus simple, désinhibée et vraie, ayant l'assurance qu'à la place de vouloir adapter les espaces existants à notre usage, on doit peut-être modifier nos usages à l'espace qui existe déjà. Voilà, donc ça met cette question-là parce que ils font dans son texte, ils explicitent vraiment le non-usage de la question de réhabilité, parce que réhabilité, ça met en question la volonté de dire que ce qui est déjà là, c'est pas bien, mais de réutiliser. Donc ils réadaptent cette question à la réutilisation.
laisse librement un des trois prendre la parole. Je peux y aller. Je pense que c'est intéressant aussi de montrer peut-être la photo que vous avez à droite. C'est une bibliothèque à Barcelone qui en fait était un réservoir d'eau d'un glacier. Donc il y a vraiment des énormes murs qui sont là pour contenir la pression d'eau. Enfin, vous savez que la pression dans les murs monte exponentiellement avec la hauteur d'eau. Et donc c'est une architecture très fermée, constituée de murs très épais, dans laquelle on a voulu inclure une bibliothèque. Et en fait le résultat est absolument magnifique, parce qu'on n'est pas du tout dans une bibliothèque classique, c'est pas des espaces qui ont été pensés pour lire, mais c'est des espaces qui n'ont pas été énormément déformés pour rembourrer de programmes. En fait, j'utilise ce gros mot un peu d'une manière un peu provocatrice encore une fois, parce que quand on parle de flexibilité, quand on parle de réalité, quand on parle de réutiliser, le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'inadéquation entre un programme et une optimisation qu'on cherche à mettre en place, un lien avec les capacités ou des dimensions qui ne se prêtent pas parfaitement à cette notion programmatique. Et ça, c'est vraiment un des grands freins à la réutilisation. On est tellement, avec nos œillères, une hyperspécialisation des espaces, plus une hyper-optimisation des lieux, des mètres carrés, enfin dans notre marché actuel et dans notre société de manière plus large, qu'en fait la capacité qu'on a de réhabiter ou de travailler est proportionnelle à notre capacité de repenser un peu différemment les usages, d'accepter une sorte de non-conformité ou de non-optimisation des choses, et cette part d'aléatoire quelque part qui en fait, plutôt que d'être vécu comme une contrainte, il devrait à mon sens être vécu comme une richesse, c'est-à-dire que parfois ces contraintes-là génèrent des inattendus complètement merveilleux en fait dans la vie quotidienne de ces lieux. Par rapport à ça, première chose, je suis convaincu que les contraintes des espaces donc qualifiés engendrent des types d'usages inattendus, intéressants, même justement permettraient même penser des programmes, des confrontations programmatiques. Colas, si je joue bien de ça, c'est engendrer des situations programmatiques parce que justement il produit des espaces qui sont enfin, on considère que Colas pense tout à partir du programme, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. En réalité c'est aussi par ses qualités spatiales et situations étonnantes qui va engendrer des rencontres, des situations étonnantes. Alors, donc finalement tout à fait convaincu là-dessus. Après il y a autre chose, et là je me rappelle une interrogation de toujours étudiant en architecture, à un moment donné, où j'imagine que peut-être tous les architectes à un moment donné se sont dit ça, mais pourquoi forcément trouver un usage? Pourquoi forcément réinstrumentaliser le lieu par un nouvel usage? Et est-ce qu'on peut imaginer des espaces sans usage? On disait on ne peut pas imaginer des espaces sans qualité, ou en tout cas sans qualité spécifique. Mais est-ce qu'on peut imaginer tout simplement des espaces qu'on ne va pas forcément réinvestir par un usage? Mais là aussi c'est compliqué, dans la mesure où l'usage n'est pas que fonctionnel et que finalement il y a justement des usages qui se mettent en place, c'est peut-être l'intérêt. Mais c'est ça, en gros la forme elle peut juste... Enfin, la forme peut être suivie par la forme. Non, mais en fait elle est suivie par la forme. C'est form follows form, et du coup, c'est tout simplement c'est l'expérience de cette forme qui est cette dimension poétique dont tu parlais. Quand forme, j'entends matière, espace, voilà. Et du coup, voilà, peut-être qu'on n'a juste pas besoin de constamment vouloir donner une fonction. Alors oui, ça me fait réagir à... Moi, je ne vais pas réagir tout de suite sur ça, je vais revenir après sur ça. Non, parce que, en fait, je me dis que... Non, si, je vais réagir tout de suite. Je ne veux pas. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça, c'est aussi pour moi, ça, c'est aussi l'une des critiques que je fais à l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture pour l'architecte, ah non, c'est pas ce que j'entendais au départ. Qui n'a pas un usage qui dépend de quelque chose de concret, en fait, qui sert à quelqu'un. Moi, je trouve que c'est
peu dangereux parce que c'est un peu de l'autoréférencement et C'est pas ce que j'entends. une part de Non, critique ouais. qu'on peut recevoir dans le discipline. Oui, je sais que c'est provocateur de dire ça, mais clairement, je ne parlais pas d'une architecture qui sert les architectes, parce que tu te balades, je pense encore à un théâtre vide. Au moment où il est vide, Tu évoques L'architecte, certains c'est encore programmes. c'est pas mieux, que mais pour un pas- architecte. Non, mais tu évoques que certains programmes. Oui, mais même un espace qui est délaissé, à un moment donné, ça... Non, je suis d'accord, ça pose problème, mais on en revient à l'idée de la ruine, à des espaces qui n'ont pas de fonction propre, Et mais la c'est permanence injuste de le pathologique. réduire à l'architecte. C'est pas forcément l'architecte qui s'intéresse, pas du tout. Je veux dire, pourquoi il n'y aurait que les architectes qui seraient susceptibles d'apprécier... Toi, tu parlais de la dimension politique des colonnes, il n'y a pas qu'un architecte pour apprécier ça. Oui. enfin, oui, mais c'est Sinon, lui qui sinon, on se conçoit poserait. Oui, mais sinon, on se poserait la question Ouais, de mais à là- quoi ça sert un architecte si c'est que l'architecte qui apprécie la poésie de l'espace. Hein. Des fois, je pense que ça le dépasse en fait. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas convaincu qu'un architecte qui imagine un espace, enfin, je suis même persuadé que l'utilisateur de cet espace ne va pas vivre l'espace tel que l'architecte l'a conçu. Ah, C'est c'est sûr. évident. Donc, Ouais, du mais coup, ça veut dire que- Non, mais du là, coup, je suis pas en train de dire que les architectes devraient dessiner des espaces sans usage, c'est paradoxal, C'est c'est ça qui absurde. est compris, Non, pas du tout. Je parle de... En fait, on parle de l'existant et de sa réhabilitation là. Que tu laisserais Voilà. Je parle de sans ça. usage. Voilà, je parle de ça. Je parle pas de concevoir des espaces sans usage ou justement sans qualité, sans spécificité. On l'a dit tout à l'heure qu'il y a toujours une forme de spécificité. Et en effet, il faut penser les... On pense de fait, de toute façon les commandes nous sont faites pour qu'on pense. Les pensons. Voilà, mais ceci ne nous interdit pas, et je pense pour tout le monde, pas que pour les architectes, de savoir que les choses peuvent exister au-delà de leurs usages qualifiés. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais ça va vraiment frontalement à l'encontre, et on l'a dit plusieurs fois, de notre société hyper capitaliste, utilitariste, c'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas une utilité, un usage, est voué à soit disparaître. Non, c'est pas que capitaliste d'ailleurs, parce que même un discours très, on va dire, socialiste, un communiste pourrait dire, ah ben non, il faut servir. C'est l'idée de servir. Non, c'est pas que capitaliste. Ça va à l'encontre ça va à l'encontre du pragmatisme, tout simplement. Et on va être, voilà, ça serait idéaliste, je comprends. Ouais. Je comprends toutes les critiques on qu'on se peut met faire. à côté de l'utilité, du pragmatisme en fait. C'est là où tu disais, ça ne serait que utile aux architectes, mais en fait, non, ça serait utile à la dimension poétique du monde en fait. Oui, mais il y a une limite à ça aussi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est tous les architectes ont dû se poser cette question à un moment donné. Où tu nous amènes, Jacques, quand même. Non, mais ça pose la question aussi de cette permanence pathologique et de cette possibilité de la faire pervivre. Parce qu'à un moment donné où il n'y a aucune utilité, il y a peut-être un désattachement de personnes qui se chargent de cette maintenance et donc de cette permanence en fait. Mais c'est exactement parce que la permanence pathologique, c'est pas la ruine non plus, parce que sinon on peut aller à la ruine. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la ruine, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait une ruine. Non mais ce que je voulais dire avant de réagir à ça, c'est que pour moi, le mot qui m'intéresse, c'est la question du détournement. C'est-à-dire que je reste persuadé qu'en fait, en effet, heureusement, malheureusement, en fait, la forme conditionne la fonction et l'usage, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais qu'en fait, si, on peut les faire parce qu'on peut détourner l'espace, et on peut le détourner de manière multiple. Et le deuxième élément que je voulais dire, mais ça c'était plutôt à destination des architectes en devenir, en formation, c'est que moi je pense que là on évoque un grand enjeu, bon, après peut-être que je vous dis quelque chose que vous savez déjà, je l'espère, qui est celui de l'intervention sur l'existant. C'est-à-dire que moi je pense que l'enjeu de cette génération et de ce siècle, c'est justement de poser la question de l'intervention sur l'existant, et du coup peut-être de faire un peu offense à une vision de l'architecture qui a pu être en corrélation avec son temps, mais qui à mon sens ne l'est plus aujourd'hui, et qui du coup conduit aussi à changer aussi les méthodes et les manières de faire. Quand on intervient sur l'existant, la question du diagnostic est un élément majeur, et pour un architecte, on le voit même dans l'enseignement du projet, nous on dit aux étudiants, non, faites pas trop d'analyse, allez-y. Parce qu'il y a une intuition, il y a quelque chose qui vient, quand on conçoit, il faut y aller, quoi. Mais en même temps, quand on intervient sur l'existant, y aller aussi rapidement, c'est beaucoup plus compliqué.
Et ça, pour moi, ça change un peu la manière d'appréhender, ça change pas la discipline architecturale, mais ça change un peu la manière d'appréhender des objets existants du patrimoine existant. Mais par rapport à ça, et moi je te rejoins sur le fait que c'est un des grands enjeux sociétaux du moment, en fait, c'est de comment transformer un patrimoine qui est désuète et souvent on n'y voit pas les qualités, parce que celui qui a des qualités, voilà, il est transformé par ses qualités même parce qu'il est désiré par les personnes, donc c'est plutôt facile, on va dire, mais c'est celui qui n'a pas de qualité, dont la seule qualité est de emmagasiner de la matière grise, de l'énergie et du carbone, et donc le détruire et créer autre chose à la place pose un gros problème environnemental. Le gros problème est de transformer ces patrimoines-là, en fait. Et je pense que transformer celui-là, le deuxième, ça offre au contraire des possibilités de création architecturale plus importantes que celui de la réhabilitation du patrimoine traditionnel. Parce qu'en fait, dans celui qui n'a pas des qualités, même si évidemment il est qualifié, donc il y a des qualités, mais pas des qualités à sauvegarder à tout prix, on peut se permettre de transformer, d'y aller au-delà, et donc le diagnostic, qu'on peut transformer les potentialités spatiales, de dimension, de percement, d'ouverture, de typologie, d'usage, d'une manière beaucoup plus libre. Et en fait, en termes de prospective et de pensée architecturale, ça me semble plus intéressant aussi. Donc, à la fois, c'est un enjeu, mais à la fois, c'est une manière d'ouvrir les portes, une autre manière de transformer, en fait. Il y a aussi, non, moi aussi complètement, et surtout, ce qui est intéressant, il y a l'enjeu que, en effet, c'est pas, de travailler sur des édifices qui n'ont pas forcément une valeur de patrimoine, justement. Et d'ailleurs, on peut juste en parler de ces édifices sans parler de patrimoine. Ça peut aider aussi parfois d'enlever la notion de patrimoine. Et du coup, oui, si ça peut laisser beaucoup plus de liberté, y compris de les laisser momentanément, partiellement libres d'intervention. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, on parlait des enjeux sociétaux, etc. C'est vrai que je pense qu'on va peut-être après, je ne sais pas qu'est-ce qui vient après comme thème. Il faut revenir en arrière, en fait, c'est ça. En fait, il y a deux sujets, mais il faut peut-être qu'on agilise le débat. Donc, soit on fait les deux, mais on essaie d'être très court, soit on fait un des deux. Donc, c'est quoi en fait? Il reste la diapo éphémère, c'est ça? Il reste éphémère et l'intervention dans le temps. Donc, c'est les deux qui restaient. C'est lié d'ailleurs. C'est un peu lié. Commençons par éphémère, et s'il reste le temps, moi je ferai... Allez, éphémère. Ok, d'accord. Ok. Oui, éphémère. Alors, en fait, dans l'article, je le tournais autrement. Je ne partais pas de la flexibilité, je partais de comment on pourrait, en tant qu'architecte, intervenir d'une manière plus durable. Et donc, je posais les bases de la permanence, donc de permettre aux choses de rester dans le temps comme une base pour consommer moins de ressources. Et donc, comment les transformer, et donc comment penser les nouvelles architectures d'une manière plus flexible. Et en fait, je terminais par un contrepoint. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de terminer par ces questions-là, parce que en fait, on est un peu obsédé, alors peut-être que c'est juste moi, mais je pense qu'en tant qu'architecte, on est un peu obsédé par cette idée de permanence, de quelque chose qui soit utile, qui puisse rester, qui soit flexible, qui soit appropriable, qui se démode pas trop vite. Enfin, vous voyez, on se projette dans le temps long, et en fait, on se dit, mais si on doit être soutenable, on doit encore plus se projeter dans ce temps long. Et en fait, peut-être qu'il faut introduire aussi la notion de temporaire et d'éphémère pour comprendre que les choses qu'on conçoit, il faut trouver une balance entre la durée de remplacement de ces ressources dans la nature avec la permanence du bâti ou de la construction. Et qu'en fait, évidemment, quand on mobilise des ressources qui sont chères à produire en fait, en termes de temps pour la nature ou en termes d'émissions de CO2 ou autre, on est absolument obligé d'être très responsable avec ce qu'on en fait, mais qu'on ne peut pas se fermer non plus dans ce carcan-là, et qu'il faut peut-être comptabiliser ou se prendre des espaces de liberté avec des matériaux qui sont vraiment pas chers
remplacer par la nature. Et je ne parle pas de dire on va faire de la construction de bois, parce que les gens se disent, bon, ben, comment on veut faire de l'éphémère, je prends de la construction de bois, ben, si c'est du Douglas qui a mis 30 ans à grandir et qu'on s'en sert pour une construction qui dure 6 mois, c'est pas du tout cette notion de soutenabilité, mais que certaines constructions vernaculaires de peuples indigènes ou autres le font avec des matériaux qui se remplacent en l'espace d'1 an. Et donc, pour ça, je trouve intéressant aussi de rapprocher les dimensions de l'architecture à des dimensions comme la permaculture, qui n'est pas du tout une question de comment planter des tomates, mais plutôt une manière d'approcher la notion d'écosystème au sens plus large, en prenant compte de ces notions-là. Je trouvais intéressant de l'introduire, parce qu'en fait, on est très cadré sur ossature, permanence, pierre, briques, béton à long terme, et on peut avoir des échappées qui nous permettent de la même manière que Form follows function nous a amené à nous questionner sur la nécessité de la fonction, la permanence nous amène à la question de... ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, il y a encore une fois 2 choses. En fait, ce que tu évoques, pour moi, c'est aussi sans doute la raison pour laquelle j'ai fait architecte. C'est-à-dire, peut-être que c'est... voilà, pour tout le monde. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut un temps, quand vous étiez au lycée, vous aviez des cours peut-être de philosophie, et dans les cours de philosophie, on posait la question justement de qu'est-ce que l'art. Et l'art, en fait, c'est une forme de... j'ai pas le terme, parce que je ne vais pas répéter, mais... c'est une manière de sortir quelque chose qui est en soi, et de le voir. Et je pense qu'il y a une vision comme ça de l'architecture, justement, il y a une part de moi dans ce que je suis en train de faire. Et pour moi, ça c'est à la fois très riche, mais aussi avec une énorme contradiction avec le moment dans lequel on est. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me dis, en fait, il y a une forme de mégalomanie, d'auto-centration de l'architecte qui me perturbe, mais ça c'est c'est un point de vue qui est très personnel, et c'est pas généralisé, mais c'est juste que dans la manière, si on s'intéresse à la théorie de la conception architecturale, en fait on se rend compte qu'il y a cette question de boîte noire. Je vous invite à lire Prost, enfin il y a différents auteurs qui justement expliquent le mécanisme de conception en fait, et où très souvent on est dans cette expression d'une boîte noire, que très souvent on a intuition en fait, mais on ne sait pas, on fait, et en fait on sort quelque chose qui vient de soi. Et pour moi c'est assez compliqué parce que ça s'oppose ou ça se met en parallèle d'une méthodologie de conception qui pourrait être mise en avant, mais méthodologie de conception qui peut-être nous dépasse, et dans laquelle, comment on intervient dans cette méthodologie de conception. Ça c'était le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit depuis tout à l'heure. Hein. Tu as évoqué énergie. Et moi, quand l'énergie qui est emmagasinée dans les pierres. Et pour moi, en fait, cette énergie, elle a un nom. Et c'est les artisans. C'est les personnes qui font. Et j'ai l'impression que dans la surindustrialisation qu'on est en train de vivre, où en fait, on le voit bien, on ne voit pas les gestes. Parce que tous ces gestes sont cachés derrière un placo, tout doit être beau, on est dans une culture de l'image. Et où du coup, il y a une forme à la fois d'une brutalité d'une architecture dans laquelle on voit, par exemple là on comprend qu'il y a eu des gestes pour mettre en place ce mur. Et je trouve qu'il y a une forme de compréhension de cette énergie qui vient dans... Là c'est ça la permanence pour moi. Mais bon, oui, ferme la parenthèse. Peut-être que si tu reviens alors sur le... Non, ouais, encore. Non, pas... Du coup on peut directement passer à ça parce que ça serait... Ça reprend un peu ces choses-là, c'est-à-dire effectivement la place de l'architecte, la place des architectes. Je ne sais pas si vous connaissez très rapidement, c'est le bâtiment, le centre culturel d'Atatürk à Taksim à Istanbul, donc, qui est un bâtiment construit dans les années 60, enfin conçu dans les années 40, construit dans les années 60. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'en parlant de l'intervention dans le temps et finalement de monuments révolte et résistance, ici on est vraiment, il y a un peu tout, il y a cette question de bâtiment qui contient son énergie et qui résiste au temps, parce que ce bâtiment qui
à partir de 2007, je crois, est resté pendant plus d'une dizaine d'années non habité parce que le projet était de le démolir. Et le projet du gouvernement était de le démolir et à côté de raser le parc Gezi et de faire un shopping mall. Et en face de ce bâtiment, de construire une grande mosquée. Et donc, il y a toute une forme de résistance à la fois du coup, sociale et politique. Il y a aussi cette question sociale et politique. Comme s'il y avait en fait une association entre la résistance de ce bâtiment qui tenait et qui devait résister, et le projet était de le consolider, de le renforcer, soit on le rasait, soit on le renforçait, et pour le coup, pas pour ses qualités architecturales, esthétiques, on pouvait toujours en douter, et quelque part, je trouve ça assez drôle, cette phrase de Erdogan, ce bâtiment est malsain et définitivement laid, donc en parlant de bâtiment d'origine, et les gens qui le défendaient ne le défendaient pas forcément pour sa beauté ou pour ses qualités architecturales, spatiales, mais pour ce qu'elle représente symboliquement, son rapport à la République, espace public, c'est un théâtre, enfin, espace culturel public, non monétarisé, et du coup, il y avait une forme de résistance, et après, Gezi, c'est là où l'architecture, le bâtiment qui était en chantier, devient le lieu de support d'expression, en fait, de tout le mouvement de la révolte. Et les architectes, ça c'est des dessins produits par les architectes, sont au premier plan, l'ordre des architectes est au premier plan, on parle du rôle des architectes, du mouvement Gezi, d'ailleurs ils vont se retrouver avec beaucoup de problèmes par la suite, et là c'est un groupe d'architectes qui fait ce dessin, et aussi le mouvement Gezi vient en opposition en premier lieu à des questions d'architecture, la démolition de ce bâtiment et la construction d'un nouveau, donc c'est pleinement architectural. C'est là où on comprend que les questions à la fois donc, de résistance du bâtiment et résistance et révolte des populations vont ensemble. Et là, vous le voyez en état de quasi-ruine, détruit, avant que ce soit ce bâtiment, qui, on pourrait croire que c'est le même, mais en fait, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est construit par le fils de celui qui avait construit ce premier bâtiment, donc qui donc accepte de faire ce travail avec... ouais, non, mais ça, vous voyez, c'est la patriarcat, là, on y est, là. Donc, voilà, mais ça pose des questions. Voilà, peut-être que aussi, finalement, la résistance et la permanence, c'est aussi celle d'une possible révolte, parce que la place Taksim, c'est le lieu de toutes les révoltes, historiquement, et donc de formes de résistance, et que l'architecture porte en elle cette capacité à résister par le fait de devenir le support, en fait, de la révolte, de la résistance, et je trouve que c'est un sujet un peu actuel. Donc voilà, c'est-à-dire non seulement l'architecture est le support de ça, les architectes peuvent du coup se mettre dans le risque, parce que là ils sont vraiment dans le risque, et que l'architecture est le sujet aussi à tous les niveaux de cette résistance. Voilà. Donc c'était de mon côté, c'était résistance et sa différents aspects. Mais c'est vrai que ça évoque peut-être dans la fond de ce débat cette question du rôle de l'architecture et du rôle des architectes et des maîtres d'œuvre, et quelle est la signification que lui donne à cette architecture. Et ça engrange sur un autre débat qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qui, oui, si vous voulez, mais qui parle justement sur cette notion aujourd'hui de peut-être sur-sobriété qu'on trouve, et comment cette sobriété, ou comment cette volonté de construire, donc on se sent un peu, je ne sais pas vous, mais en tout cas, on se sent de plus en plus coincé à faire n'importe quel sujet dans un projet parce qu'on a peur de ne pas être assez sobre. Et donc du coup, ça pose une question, c'est la question de est-ce que l'architecture devient une simple construction qu'on construit avec les éléments le minimum possible, sans se poser avec la portée la plus raisonnable possible, avec les moyens qu'on a juste à moins de 3 km au cas où, et machin, ou est-ce qu'on est capable encore, dans un contexte qui est certainement grave et lié à l'urgence écologique, c'est-à-dire ça n'enlève en rien cette problématique, est-ce qu'on n'est pas encore capable, les architectes, de véhiculer quelque chose d'autre que cette construction simple?
Simple. Donc voilà, donc c'est peut-être la question de la... Peut-être la question du prochain colloque. Voilà, peut-être. Mais c'est vrai que ça, toute cette question, ce qui est pour nous intéressant, c'est qu'en questionnant un sujet de l'architecture, on revient à questionner la discipline elle-même et à se dire qu'est-ce qu'elle fait là. Et donc du coup, je me souviens très bien du dernier débat qu'on avait eu le dernier jour au colloque, on était parti sur ces questions de quel est le rôle de l'architecte et qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre empreinte sur la Terre et l'empreinte intellectuelle qu'on met sur la Terre. Donc dans ces mots pour conclusion de ce débat, avant qu'on se quitte, si vous avez des questions à aborder, on est, je pense, avec mes collègues. C'est bien, C'est bien, hein. c'est pas grave. Suivant quand même. Hein. Ouais, c'est très bien. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez évoquer d'autres sujets qui vous évoquent ce qu'on a parlé aujourd'hui, vous êtes libre et invité à le faire. Allez-y, hein. Vas-y. Oui, salut. Déjà, merci beaucoup pour cette heure. C'était passionnant, c'était foisonnant, c'était très dense, c'était très très intéressant. En filigrane, il y a une petite notion qui m'a tout de suite frappée, c'est la notion de transmission et le devoir de mémoire que l'on a aussi sur des bâtiments anciens. Qu'est-ce qui fait qu'on qualifie un bâtiment et on est confronté à ça directement quand on a un projet dans Paris, un ABF qui vient donner son avis et on est là un peu sur nos gardes, qu'est-ce qu'on aura comme latitude et quel va être le dialogue instauré entre l'ABF et nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de novateur, qu'est-ce qu'il va falloir conserver. Comment on peut arriver aussi à travailler peut-être plus de concert avec une idée de la préservation et en même temps, comme tu disais très justement, des bâtiments qui seraient moins qualitatifs d'un point de vue historique ou patrimonial, que ça puisse être un véritable laboratoire créatif, quelque chose de beaucoup plus stimulant pour les architectes et qui permette une certaine singularité parce que la sobriété, si on a peur de sortir du cadre, on a peur d'être singulier et finalement on en reviendrait, c'est ça qui est dommage, l'idée de l'ego de l'architecte. Si on produit, chaque architecte produit un concours, un résultat concours différent, c'est bien là où c'est intéressant, sinon on ferait tous la même chose, il n'y aurait pas plusieurs architectes, plusieurs sensibilités, plusieurs parcours, plusieurs émotions, etc. Comment on peut arriver à conjuguer une forme quand même d'homogénéité pour pas que ce soit un orchestre trop cacophonique sur le patrimoine non qualitatif, celui qui finalement en plus grande part de nos villes, comment on arrive à réinventer, parce qu'effectivement la partie très historique, elle est quand même très calibrée par les ABF, comment on peut arriver plus facilement à avoir un devoir de mémoire, même sur un patrimoine qui paraît moins intéressant ou qualitatif. La notion de transmission, c'est des choses qui sont, je pense, aussi dans l'idée de permanence et de renouvellement. Ouais, je sais pas, j'imagine qu'il y a déjà énormément de chercheurs, chercheuses et d'architectes qui travaillent justement sur la revalorisation. Moi, c'est ça qui me gêne globalement. Chaque fois, enfin voilà, vous avez peut-être compris, mais l'idée de valoriser toute chose peut me poser problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Enfin, ça semble tellement évident qu'en effet, mais à la fin, ça va aboutir, ça risque d'aboutir à aussi, puisque ça va gagner de la valeur économique, valeur culturelle, du coup, on va peut-être finir par de nouveau d'autres formes de contraintes. Donc, en gros, c'est toute la difficulté là. C'est comme si l'enjeu et la valeur des choses augmentent, et du coup, on y remet les mêmes... Voilà, ça c'est un peu... Mais aujourd'hui, peut-être, moi je ne suis pas assez au courant de ce qui se fait mais peut-être qu'aujourd'hui c'est encore un lieu un petit peu d'expérimentation et entre guillemets, peut-être. J'ai l'impression que les contraintes économiques font que c'est difficilement un lieu d'expérimentation. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'architectes qui se positionnent dans ces marchés-là, parce qu'en fait, en termes c'est les mêmes tâches qu'un projet neuf, mais avec une rémunération qui est bien moindre. Et donc c'est très très compliqué des tâtonnements. C'est très très compliqué. Mais
On a besoin de plus de moyens dans la... On n'a pas assez parlé de ça. Mais je pense qu'il faut faire très attention parce que, par exemple, quand on se place dans un contexte de réhabilitation ou d'intervention sur, par exemple, un patrimoine de logement social et avec des très très faibles budgets par appartement, on ne cherche pas à produire de changements typologiques importants, on cherche vraiment le plus souvent à isoler, à rendre salubre certains éléments qui pourraient ne pas l'être. Et donc là, on est vraiment sur un travail qui devient extrêmement technique. Et c'est pas technique dans le sens péjoratif de la question, mais dans le sens du savoir et d'apporter des solutions très concrètes. Tout à fait. Mais, créatif avec peu de moyens. Voilà, mais créatif avec peu de moyens, mais je pense que quand je parlais de potentialité et de créatif au niveau d'exploration architecturale et typologique et dimensionnelle, je faisais référence à des projets dont les dimensions ne sont pas du tout celles adaptées à un usage qu'on a besoin, et où là on a un peu plus de marge de par l'écart en fait entre le bâtiment sur lequel on agit et les usages, et donc ça permet d'être plus inventif et de sortir de ce cadre, parce que sinon en ce moment on risque d'être écrasé par les contraintes. En termes de reconversion, choses comme ça. Mais je pense que c'est intéressant, quand on parle de devoir de mémoire, d'essayer de comprendre les qualités de ces patrimoines sans qualité, ou se bâtissent un patrimoine, comme disait Jeanne tout à l'heure, et revenir aussi à des questions, je pense que ce que tu disais pour la conclusion, de cette sobriété, cet élément minimum, on se doit faire le maximum avec le moins de moyens, mais ça pose la question de la gratuité et de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel à l'architecture et qu'est-ce qu'on peut apporter réellement? Je pense que cette question de l'essentiel dépasse la question de la sobriété, parce que il y a des choses qui dépassent l'utilité la plus basique, qui sont essentielles à la vie humaine et à l'architecture en fait, qu'on essaie de produire. Il y a une question. Saturé, enfin, de mille manières mixtes, et qu'il n'y a rien de plus flexible que ces dispositifs spatiaux. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même une élasticité dans certains dispositifs constructifs anciens qui pourraient aussi être revalorisés et questionner d'autres manières d'envisager la flexibilité, qui est celle du Bodin des années 60 et cette manière un peu saturée. Et je trouve ça très stimulant en fait de pouvoir se dire qu'il y a du renouveau dans la manière de regarder ces bâtiments-là aujourd'hui. Enfin, ça rentre en synergie. C'est intéressant ce que tu dis, on avait déjà parlé aussi on a un peu parlé mardi, dans la journée qu'on a fait à Rennes, dans la journée d'études qu'on a fait à Rennes, cette notion cette obsession de la trame qui vient peut-être, je sais pas, de la Renaissance, après qui était très retravaillée dans le XXe siècle, mais qu'il y a aussi une question que moi j'aime bien et que expliciter, c'est la question du dispositif spatial, de la façon dont on fabrique. L'exemple haussmannien est clair, c'est que ce qui le rend réversible ou ce qui le rend très appropriable, ce n'est pas la structure, c'est la façon dont il a été constitué. La structuration, donc on revient à la question de la structure, mais pas dans le sens physique, mais dans le sens de la structuration de l'espace. C'est cette capacité, cette intelligence de structurer l'espace qui lui permettent cet retravail. On le voit dans beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'architecture, comment la notion du type, de typologie, fait qu'un bâtiment qui est fortement identifié dans une typologie lui donne un caractère beaucoup plus appropriable. C'est des questions qui, moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup maintenant. Donc, voilà. D'autres questions? J'avais une question. J'aurais du mal à la formuler intelligemment. C'est le rapport à la norme. Non, mais c'est pas mon sujet, mais récemment, avec les étudiants nantais, on allait visiter l'opération de data, la transformation de logement près de Castali. Et ce que Léonard, le mec de data, a évoqué, c'est la manière dont finalement cette transformation participait à une perversion, ou en tout cas une transgression de la norme. En fait, c'est quelque chose que vous avez assez peu évoqué, ou comment le fait de venir mettre un programme dans un autre
fait que tout à coup des choses qui sont très normatives sont transgressées et où on évoque, alors c'est le truc un peu idiot, hein, mais quand on transforme des bureaux en logement, la question de la hauteur sous plafond qui est très normée à 2,50, qui tout à coup vient être alors pervertie, ça dépend de quel côté on se positionne, mais en tout cas pour nous autres, tout à coup ça devient quelque chose d'assez précieux, peut-être un promoteur dirait autre chose, mais voilà, comment est-ce que ces transformations elles permettent de, alors peut-être pas pervertir, mais de transgresser les normes à l'œuvre qui peuvent être accablantes parfois. Mais ce point me paraît essentiel et c'est une des forces en fait, c'est une des forces et des faiblesses de la question de la réutilisation. Si on essaye de prendre le bâtiment et le rentrer dans le moule de la norme du produit d'habitat, en fait, pour l'appeler comme ça, hein, parce que ces normes, c'est pas des normes, mais c'est plutôt une standardisation faite par le marché en fait, de l'habitat, l'existant résiste à être mis dans ce moule. Et donc cette résistance, elle doit être mise à profit de la création de normes, de souplesse. Et donc tu parles de la hauteur sous plafond, donc là je pense qu'il n'y a personne qui râle le fait d'avoir plus de hauteur sous plafond, même les promoteurs de l'opération ou le maître d'ouvrage va dire c'est plus haut, bon voilà, donc c'est génial pour l'architecte, mais il y a d'autres questions comme la profondeur qui sont beaucoup plus importantes en bureau, qui deviennent une contrainte importante, et donc en fait, si on cherche en fait, c'est une contrainte vis-à-vis de la standardisation du logement français aujourd'hui. Mais si on prend les logements d'il y a un siècle, ou les logements par exemple de l'Ensanche à l'Espagne, à Barcelone, Madrid ou autre, on en parlait avec Jean-Marc justement, on a des appartements qui sont beaucoup plus profonds, avec énormément de qualité, mais ils sont forcément avec plus de surface. Donc peut-être que dire je suis dans ce bâtiment-là qui a ces caractéristiques-là, permet de défendre en tout cas, de sortir de la norme par le haut. Moi j'espère en tout cas. Et ça devient un laboratoire mentionné tout à l'heure. C'est ce que j'évoque. La pervertir et transgresser, c'était pas forcément comme des choses. Ce qui est intéressant, parce que j'évoque la journée tout de mardi pour faire un peu la publicité de comment on est actif et bon à Rennes. Mais quelque part, ce qui était intéressant, et ce qui était intéressant du débat qu'on a eu à la fin, il y avait l'agence qui est en train de renouveler 2 tours Maurepas dans le quartier Maurepas à Rennes. C'est l'agence ITAC, qui sont très spécialisés dans la réhabilitation des patrimoines des logements sociaux. Donc ils ont du courage, je trouve. Et donc du coup, ils disaient que ça faisait quand même quelques années qu'ils se bataillaient avec des maîtres d'ouvrage sur la question de l'épaisseur. Et que là, après quelques années de discussion, ils commencent à voir des verrous qui se déboulonnent dans certains maîtres d'ouvrage et qu'ils se disent, bon, ok, comme on est en train de se rapprocher d'un bâtiment industriel, on va accepter qu'un T2 ou un T3 doit avoir 20% de plus de surface que ce qu'on est habitué à faire. Et puis, c'est justement ça ce qui est... Moi, j'ai trouvé cette remarque qu'on a fait dans le débat mardi hyper intéressante, parce que justement, c'est une source de... Il faut voir la réutilisation, à mon sens, comme une source de sortir par là, de trouver de nouvelles façons d'habiter qui soient plus intéressantes et qui permettent un peu plus de souplesse, parce qu'il est déjà là, parce que l'énergie est déjà là, parce que la résistance du bâtiment est déjà là, qui doit permettre de trouver des spécificités de bâtiments meilleurs. D'autres questions? Bon, merci. Merci.